Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Minute Rhumato, le podcast de la Société française de rhumatologie. Aujourd'hui, nous continuons notre série de podcasts intitulée Les Pourquoi, où nous explorons les points les plus marquants de la physiopathologie de certaines maladies rhumatismales avec des experts. Et dans cet épisode, nous allons parler d'une pathologie bien connue et pourtant mal comprise du grand public, la goutte. Il s'agit de la cause la plus fréquente d'arthrite au monde. Pour aborder ce sujet, j'ai le plaisir d'accueillir le professeur Tristan Pascard, chef du service de rhumatologie à l'hôpital Saint-Philibert de Lille. Bonjour professeur. Bonjour. Professeur, pour commencer, la goutte est souvent associée à certains facteurs de risque. Est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ces facteurs, en particulier le rôle de la génétique, mais aussi celui de l'environnement ? Alors c'est vrai que c'est une maladie qui est historique, la goutte, même Hippocrate l'avait déjà reconnue. Et c'est une maladie qui a, au fil de l'histoire, été appelée la maladie des rois, et parce qu'il y avait tout un tas de rois, évidemment, qui ont été touchés par la maladie en France et à l'étranger. Et on avait attribué cette causalité, que ce soit les rois et les nobles en général qui soient touchés, surtout à des histoires alimentaires, et notamment certains rois qui étaient connus comme des bons vivants, comme Louis XIV, Henri VIII en Angleterre, par exemple. Et c'est cette image qui a perduré encore aujourd'hui et qui a encore la vie dure. Et pourtant, on sait depuis ces dernières années que le poids de la génétique, pour expliquer l'élévation des taux d'acide urique d'une part et la maladie en général, est prédominante. On estime que c'est à peu près 100 fois le poids de l'alimentaire et de l'alcool réunis, puisque c'est la réputation que la maladie a. D'ailleurs, on peut avoir un retour d'ailleurs sur le regard qu'on a sur l'histoire et pourquoi c'était la maladie des rois. Et quand on regarde la généalogie des rois qui ont été touchés par la maladie, ils étaient surtout goutteux de père en fils, et finalement c'était déjà la preuve génétique de la maladie, bien plus que la cause environnementale qui finalement aujourd'hui est très secondaire. Et d'ailleurs, on se rend compte que les histoires de régime ou de sevrage d'alcool, finalement, sur le plan de la goutte à proprement parler, ça ne change pas grand-chose. Il est intéressant de voir comment ces facteurs influencent le développement de la goutte, mais qu'en est-il des mécanismes sous-jacents ? Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment se développe la goutte et aussi pourquoi cette accumulation d'acide urique entraîne des crises si douloureuses ? La cause initiale de la maladie est connue depuis un bon moment maintenant, avec un lien qui est fait entre l'hyperuricémie, donc le fait d'avoir un excès d'acide urique soluble dans le sang, qui est donc dans les tissus, qui va donc saturer la partie liquide des tissus pour se solidifier. Et donc en l'occurrence, tout le monde sait que l'acide urique va cristalliser ces petits cristaux qui vont se déposer un peu partout dans les tissus, et notamment dans les articulations. Et ce sont en fait donc ces cristaux qui vont déclencher une réaction inflammatoire importante, qui est principalement médiée par l'inflammasome, qui va conduire à la production d'interleukines très inflammatoires que sont l'interleukine 1 puis 6. Il y a d'autres mécanismes qui sont impliqués, mais c'est vraiment là la voie centrale. Et on sait que donc c'est par cette réaction aux cristaux que la maladie va s'exprimer par ces crises extrêmement douloureuses que tout le monde connaît. Ce sont donc ces choses-là qu'il va falloir cibler dans le traitement. C'est surtout se débarrasser des cristaux avec des moyens qui sont de inverser le processus qui a conduit au fil du temps à la production de ces cristaux, à savoir rabaisser la concentration sérique d'acide urique par les traitements hypouricémiants, et qui vont donc chimiquement à la fois arrêter la production de cristaux qui vont donc arrêter de s'accumuler dans les tissus, et pour les cristaux qui étaient déjà présents, se dissoudre, en quelque sorte retourner dans la baignoire qui va arrêter de déborder, et enfin venir à bout de la maladie en ayant fait disparaître ces cristaux, puisque après en soi le taux d'acide urique ne change pas grand-chose. Nous avons donc vu que plusieurs facteurs entrent en jeu. Pourtant, beaucoup de patients se demandent encore pourquoi moi. Lorsque l'un de vos patients vous pose cette question, qu'est-ce que vous lui répondez ? Alors déjà, c'est que la goutte est une maladie comme une autre, et que ce n'est pas de leur faute, que c'est entre guillemets une part de fautivité de l'hérédité et de leur passé génétique qui les a prédisposés ou non à faire la maladie, que le lien avec l'alimentation et l'alcool est très secondaire pour expliquer, donc comme je le disais initialement, sur l'élévation de l'acide urique en soi. Il peut y avoir un lien entre l'alimentation et les alcools
sur le fait de déclencher les crises et la stimulation de l'inflammation quand les cristaux sont présents, mais leur niveau, entre guillemets, de responsabilité sur la survenue des manifestations de leur maladie se cantonne à ça. Et donc, tant qu'ils ont des cristaux, oui, peut-être faire attention à certains aliments qu'ils auront identifiés, eux, comme étant la source de crise, mais que finalement, le plus important va être de prendre le traitement médicamenteux. Et c'est très important de déculpabiliser les patients, parce qu'il y a toujours cette image extrêmement néfaste et historique de la goutte, que ce soit dans les médias, malheureusement encore aussi parfois dans la communauté médicale, sur le fait que c'est une maladie auto-infligée, ce qui est faux. Il faut absolument en revenir, et on sait que c'est très important d'en revenir parce qu'un malade qui a une mauvaise image de sa maladie va aller moins bien de cette maladie. On sait même qu'il y a un excès de mortalité, et c'est vrai toute maladie confondue, chez les patients qui ont une mauvaise image de leur maladie, donc c'est un réel impact, et ça aura aussi un impact sur l'observance des traitements qui leur seront prescrits, puisque on sait que donc, ces malades sont moins bien traités. Donc il faut commencer par leur dire ce n'est pas de votre faute, on va en venir à bout de cette maladie, et on a quand même la chance que c'est le seul rhumatisme où on peut promettre aux patients que si le traitement est bien prescrit et bien pris, ils vont en venir à bout complètement. Merci beaucoup, professeur, pour ces explications précieuses sur la goutte, ses facteurs de risque, ses mécanismes et l'importance de la communication avec les patients. Merci de m'avoir invité, au revoir. Chers auditeurs, j'espère que cet épisode vous a plu et vous a aidé à mieux comprendre cette pathologie. N'oubliez pas de vous abonner à la Minute Rhumato sur vos plateformes d'écoute préférées. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode sur notre série des Pourquoi.